I can assure you, France will not give up the fight. Le mouvement Nuit debout qui vient de se créer en France, mais aussi en Espagne et en Allemagne, ambitionne de faire barrage au projet de loi El Khomri sur la réforme du Code du travail et, plus généralement, de lutter contre le néolibéralisme. On dénonce des discussions creuses et incohérentes. On relève les références explicites des organisateurs aux manipulations de l'équipe de Gene Sharp, qui a organisé pour le compte de LAC1A, les révolutions colorées et le printemps arabe. La presse parisienne se pâme devant la naissance d'un mouvement politique, Nuit debout. Des centaines de personnes se rassemblent sur les grandes places des principales villes françaises pour discuter et refaire le monde. Ce mouvement spontané s'est organisé en quelques jours. Il dispose désormais de 2 sites internet, d'une radio et d'une télévision web. À Paris, place de la République, 21 commissions ont été constituées comme dans un inventaire à la Prévert, animation artistique, climat, cantine, création d'un manifeste, dessin debout, jardin des savoirs, manifestation, campement, démocratie, sciences debout, grève générale, éducation, économie, féminisme, LGBT+, télévision debout, vote blanc, transparence, France-Afrique, infirmerie, communication. C'est dans ce bavardage que se jouerait l'avenir du pays. Nuit debout aurait surgi de la projection d'un film militant, Merci patron, de François Ruffin, le 23 février. Bien évidemment, le lecteur se demande si je ne force pas la dose en voyant ici aussi la main de Washington. Mais les manipulations de l'équipe de Gene Sharp dans une vingtaine de pays sont aujourd'hui largement attestées et étudiées par les historiens. Et ce n'est pas moi, mais les organisateurs de Nuit debout qui font référence à ces actions. L'équipe de Gene Sharp intervient avec des recettes toujours identiques. Selon les cas, les manifestations manipulées visent soit à changer le régime, soit au contraire à stériliser l'opposition, comme c'est le cas ici. Depuis 2000, cette équipe utilise un logo emprunté aux communistes pour mieux les combattre, le poing levé. C'est évidemment le symbole qu'a choisi Convergence des luttes. Le slogan de Nuit debout, on ne rentre pas chez nous, est nouveau dans la longue succession des opérations de Gene Sharp, mais il est tout à fait typique de sa manière d'intervenir. Ce slogan ne comprend aucune revendication positive, ne propose rien. Il s'agit juste d'occuper la rue et de distraire les médias pendant que les choses sérieuses se déroulent ailleurs. Le principe même de Nuit debout exclut toute participation des travailleurs. Ce ne sont pas les commissions de Nuit debout où l'on s'intéresse à tout sauf aux ravages de l'exploitation et de l'impérialisme qui mettront fin à la domination de la France par une coterie de nantis, qui l'ont vendue aux anglo-saxons et viennent d'autoriser le Pentagone à y installer des bases militaires. Imaginer le contraire serait croire une histoire à dormir debout. Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. D'un côté, un nouveau mouvement politique en marche du ministre de l'économie Emmanuel Macron. De l'autre, Nuit debout qui prend de l'ampleur, des rassemblements place de la République à Paris, mais aussi en banlieue et en région. En marche, Nuit debout sont-ils 2 tentatives face à un système en décomposition, 2 démarches parallèles pour retrouver la démocratie, 2... как это называемся в России, административный ресурс. И можем сказать, что сейчас во Франции, как использовать административный ресурс, мы можем дать уроки России. Потому что все системы, специальные системы судебной системы, были использованы с режимом, социалистический режим, чтобы получить эту победу Эммануэль Макрон. Даже Франсуа Олланд создал в декабре 2013 году специальную прокуратуру, называется Парquet national financier, национальный финансовый прокуратура, который специально будет заниматься расследованием против политического сопротивления Франсуа Олланд или, конечно, его наследник Эммануэль Макрон.
И надо тоже добавить, что социалистический режим организовал утечка информации, потому что во Франции, как в России, когда есть расследование, в принципе, все должен быть секрет. А сейчас, во Франции, каждый день, когда было расследование, все французские газеты, или СМИ, которые мы знаем, что они 100% для Эммануэля Макрона, получили такие утечки и еще и добавили вот это антифиленские кампании. Что касается гражданского общества, я могу сказать, что во Франции они мало это использовали. Почему? Потому что, как вы держите 100% СМИ, административные ресурсы, институт опроса, зачем вам нужен еще гражданское общество? Но я хотел бы дать пример, что произошло. Потому что мне кажется, что произошло факт очень важный. 9 апреля 2017 году Франсуа Фион организовал большую демонстрацию в площади Ла Конкорд, чтобы показать, что он не один, что еще есть народы, которые с ними. И это были достаточно успешны. Там разные цифры, как всегда. Давайте, в среднем 80 тысяч людей были и поддержали Франсуа Фион. И одновременно были контрдемонстрации в площади Ла Републик против коррупции. И это не очень успешные демонстрации, там были 300 человек, но это интереснее для два факта. Сначала, почему обвинили Франсуа Фион в коррупции? Его никогда не обвинили в коррупции. Обвинили, что у него жена фиктивные должности. Но, как вы понимаете, это типичный цвет революции риторики. И почему? Потому что вот эта риторика, она не хочет говорить о глубокий вопрос. Нельзя говорить о социализме, нельзя говорить о либерализме. Это не важно. Важно найти грех у своего оппонента. И если наблюдаете, например, когда я наблюдаю политическую жизнь в России, например, Алексей Навальный, он никогда сказал, что, например, у русского правительства надо более быть либеральным по экономическим вопросам, или не хватает социализма. Это постоянно по поводу коррупции. И я думаю, что это типичная вот эта цветная революция, это что они хотят убегать, потому что у них нет уровня серьезный вопрос. И единственное обвинение, которое вы найдете, это коррупция. Ну, например, Франсуа Фион никогда не был обвинен в коррупции. И второй факт, очень важный факт по поводу, что произошло это 9 апреля, это что кто организовал эту демонстрацию. Сначала один малоизвестный человек, его зовут Иван О'Коннелл, он французский, английский, можем сказать, гauchiste, левый активист. Он был... он не очень известный. Второй человек, он более известный, его зовут Рафаэль Глюксман. Он был советник Саакашвили, официальный советник, имею в виду, когда Саакашвили президент, и продолжал долго с ним работать. Он даже был муж министра внутренних дел, заместитель, и потом, в конце концов, она была тоже, и который тоже был замминистра внутренних дел на Украине. Он был на Майдан, он был везде, где были цветы революции. Celui qui invite ce soir, c'est lui, Bruce Jackson. Ancien officier de l'armée américaine, il est passé par les renseignements militaires et Lockheed, une multinationale de l'armement. Aujourd'hui, il dirige une fondation appelée sobrement Projet sur les démocraties en transition. En fait, on le retrouve partout où naissent les révolutions de velours. L'homme est discret, pourtant il accepte de nous faire partager sa vision du monde. C'est simple, ce qu'on voit en Russie, ça ne nous plaît pas. Il n'y a pas assez de démocratie et le pouvoir oppresse le peuple. C'est décevant. Ce qu'on voit ici, par contre, ou en Ukraine, eh bien ça nous plaît. Ça correspond à ce que l'on attend d'eux, ce qu'on attend d'une démocratie. Le choix est simple. D'un côté, c'est décevant, de l'autre, c'est excitant. Officiellement, Bruce Jackson n'est pas en tête sur la liste du protocole. Pourtant, quand le président géorgien arrive, c'est lui qu'il salue en premier. Monsieur le Président, laissez-moi vous présenter Brian, de CBS. Mikhail Saakashvili, 36 ans, est le plus jeune président du monde. Avocat, il a été formé à Harvard, il doit beaucoup aux États-Unis, et il le sait.
Après tant d'années d'oppression et de corruption, la Géorgie est aujourd'hui un exemple vivant que la démocratie peut marcher dans cette région du monde. On croit dans les mêmes valeurs que les Américains et on se souvient de ce que les États-Unis ont fait pour nous ces dernières années. On est très heureux de vous accueillir ici. Et depuis qu'il peut compter sur le soutien sans faille des États-Unis, le jeune président géorgien n'hésite pas à s'en prendre directement à l'ex-grand frère soviétique. C'est clair qu'il faut que les bases russes quittent la Géorgie. On veut le faire de manière civilisée, on ne veut pas les pousser dehors. Mais regardez donc les Syriens, ils ont bien quitté le Liban en 3 semaines alors qu'ils avaient 4 fois plus d'hommes que les Russes ici. Tout le monde doit comprendre aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais d'empire soviétique. À quelques pas du président géorgien, Bruce Jackson est très attentif. Dernier coup de fil avant le début des négociations. Dans quelques minutes, des pourparlers commencent entre le président géorgien et l'opposition. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Depuis plus d'1 mois, l'opposition bloque le centre-ville de la capitale géorgienne et réclame la démission de Mikhail Saakashvili. Non, on ne va pas le refaire. Mais est-ce que je peux poser une question à M. Glucksmann qui n'arrête pas de dire que c'est faux? C'est faux, oui. Est-il vrai que votre épouse est vice-ministre dans le gouvernement actuel? Oui. C'est vrai? Oui. Vice-ministre dans le gouvernement donc de Kiev, du Kiev, gouvernement putschiste. Oui. Il est normal. Putschiste, mais de quoi vous me parlez? Le gouvernement qui a renversé le gouvernement élu de Kiev. Vous avez le ruban des envahisseurs du Donbass. Donc il vaut mieux porter le ruban des envahisseurs du Donbass que la croix gammée, comme certains des amis. Bien sûr, moi je porte la croix gammée. J'ai parlé de certains des amis. On ne va pas refaire la révolution ukrainienne dont votre femme fait partie. Bien sûr, et oui, et c'est pour ça que vous savez qu'en Ukraine, l'extrême droite fait 2% aux élections quand elle fait 25 en France, et que les dirigeants qui ont gagné en pleine guerre les élections sont des dirigeants démocrates. C'est bien sûr. Est-ce qu'il est vrai? Et en plus, vos chiffres sur les élections en Ukraine, je sais que tout le monde s'en fout, mais vos chiffres sont faux. C'est-à-dire que c'est faux. Yanukovych n'a pas gagné les élections de 2006 et 2007. Donc nous savons que votre épouse fait partie du gouvernement de Kiev. Oui, on est bien d'accord. Mon épouse qui est géorgienne, qui a participé aux révolutions. Non, il paraît que maintenant elle a la nationalité. Ouais, elle a pris tous mes amis sur Maïdan. Parce qu'effectivement, je vais vous dire quelque chose, je vais valider ce que vous avez voulu suggérer avec votre référence à ma femme. Moi, je suis effectivement de parti pris dans cette question. J'ai été là-bas pour aider ces gens à faire leur révolution démocratique, puisque oui, quand on vit en tyrannie, on a le droit de se soulever, et ces révolutions sont créées par personne, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Ukraine. Elles n'ont pas été créées par l'OTAN ou l'Union européenne, elles ont été créées par des jeunes gens qui étaient sur Facebook et Twitter et qui se sont mobilisés. Ça peut vous faire marrer. Bien sûr, mais ça vous fait marrer, c'est ça. Mais les Américains ont mis des milliards dans votre Facebook. Les Américains n'ont pas mis des milliards dans... Mais bien sûr. Bon, ok, moi j'ai été sur place. Je suis désolé. Elles font quoi? Elles font de la philanthropie, bien sûr. Pensez ce que vous voulez. Géopolitique, c'est un débat politique qui a lieu chez nous. Et il y a des gens en France, et vous serez peut-être d'accord, qui épousent la vision du monde de Vladimir Poutine, qui épousent l'idée d'un homme fort, qui épousent l'idée que l'État peut résoudre tout, qui épousent l'idée, enfin, que la violence, parce que le climat de violence, il existe en Russie, il existe dans tous les pays qui voisinent la Russie à cause du régime de Vladimir Poutine, que ce climat de violence est acceptable. Hubert Védrine. Bon, je pense que les phénomènes dont vous parlez existent, mais qui sont marginaux, et que la capacité de la Russie à avoir une influence sur l'Europe occidentale est quasiment nulle. Il y a cet espace, j'en suis convaincu, pour une gauche qui soit résolument démocratique, résolument sociale, résolument écologique et résolument pro-européenne. Oui. Et cet espace que nous allons faire exister tous ensemble, chacun selon nos prérogatives, nos orientations, nos désirs. Au renouvellement proposé par Macron, qui à mon avis n'en est pas un, eh bien il faudra opposer
une invention permanente, l'invention des nouveaux droits sociaux du XXIe siècle, l'invention de cette transition écologique qui reste notre horizon absolu et qui n'en est qu'à ses débuts, l'invention d'une démocratie réellement européenne, d'une Europe réellement démocratique, l'invention, la réinvention de ce vieux rêve de Hugo d'une fédération européenne démocratique. Un point fondamental, pour ne pas vous faire enfumer, c'est revenez au texte. Quand vous avez affaire à un parti politique, allez regarder le programme du parti politique. Ne vous contentez pas de slogans. Et bien de la même façon, je vous dis, allez voir ce fameux discours dont nos premiers ministres successifs, nos dirigeants nous disent qu'il faut absolument s'inspirer de ce grand idéal de fraternité. Qu'a dit exactement Victor Hugo au Congrès de la paix du 21 août 1849 ? Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur avec un grand C, donc sous le regard de Dieu, et combinant ensemble pour un peu en tirer le bien-être de tous ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et Victor Hugo continue en disant « Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés, supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand, où on est homme et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille, savez-vous ce qui serait arrivé? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents, la marine marchande aurait centuplé et il n'y aurait nulle part ni lande, ni jachère, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes. On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme. Ça veut donc dire qu'en Asie, il n'y a pas de civilisation. Ce sont des barbares. Et quant à l'Afrique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes dedans. Ce sont des singes. La richesse jaillirait de toutes parts, de toutes les veines du globe, sous le travail des hommes, et la misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère, dit Victor Hugo? Les révolutions. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. C'est le discours de George W. Bush. En fait, donc, qui dans ce nouveau magazine littéraire qui sort la semaine prochaine, appelle les hommes à s'associer au mouvement mondial MeToo en disant « We too, nous aussi ». Pourquoi vous lancez ce mouvement, Raphaël Glucksmann? Parce que j'ai trouvé extrêmement important que les hommes se taisent et écoutent, parce que c'est pas si fréquent que ça, la parole des femmes. Que pour une fois, la parole des femmes, la parole féminine, dominait et structurait l'espace public. Mais ensuite, il y a eu débat. Et on a invoqué, notamment dans une tribune dans le Monde, on a invoqué la liberté d'opportuner des hommes comme prétexte pour condamner ce mouvement. Et donc, à ce moment-là, il me semble extrêmement important que les hommes disent ce qu'ils pensent de cette liberté d'importuner, ce qu'ils pensent des structures et ce qu'ils pensent du fait qu'il y a la moitié des femmes françaises qui disent avoir été victimes de harcèlement dans leur vie. Et donc là, je pense qu'il est temps qu'on dise ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes, c'est un combat commun, qui peut être commun contre les inégalités, pour l'égalité et contre les injustices faites aux femmes. Et dans le manifeste, vous demandez aux hommes, je vous cite, de se taire quelques instants, sans hurler à la castration, ni prendre des pauses de martyr. Moi, je veux dire, tous ces mots qui disent « Oh là là, c'est terrible, on n'ose plus être un homme, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. » Mais enfin, 2 secondes. Je veux dire, depuis Télémaque, qui dit dans l'Odyssée à sa mère Pénélope
en gros, casse-toi et va tisser ta toile, parce que ici, c'est la parole des hommes, bien sûr. Mais la parole masculine a dominé le débat. Les femmes ont été réduites au silence dans beaucoup d'endroits, quand même, pendant très longtemps, y compris chez nous. Et donc, ce n'est pas un problème, aujourd'hui, que, eh bien, on fasse preuve de silence, qu'on réfléchisse, qu'on lise les textes, qu'on lise les témoignages. Moi, au départ, quand j'ai lu « Balance ton porc », ça m'a rebuté. Et ensuite, j'ai fait l'effort de lire ce qu'il y avait écrit sur Facebook, de lire tous ces posts, de lire tous ces témoignages, et j'ai compris qu'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement profond. Et donc, je pense que c'est un mouvement qu'on doit penser ensemble, débattre. Alors, bien, si on voilà, on va laisser vos fans vous applaudir, on va laisser Alain Soral là où il est, on va parler de De Gaulle si vous le voulez bien, parce que vous le citez beaucoup, De Gaulle. De Gaulle, il était sorti du commandement militaire de l'OTAN, vous voulez sortir totalement de l'OTAN. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Pourquoi cette détestation des Américains? Pourquoi l'anti-américanisme, à mon sens, n'est efficace que quand il n'est pas primaire? Chez vous, il y a quelque chose de primaire. Mais c'est quoi un anti-américanisme secondaire? Vous pouvez m'expliquer? C'est-à-dire de trouver des défauts à la politique américaine actuelle, celle d'Obama, celle de George Bush, ne pas être totalement transi devant la politique américaine, mais vous, chez vous, tout ce qui vient des États-Unis est forcément condamnable. L'OTAN... Totalement... Michel, c'est le moment de chanter si Hillary Clinton n'était pas là. Oui. Je vous rappelle, puisque vous citiez l'article 4 et l'article 5 de la Constitution française, moi je vais vous citer l'article 5 de l'OTAN, de la charte de l'OTAN. Toute agression contre un État membre est considérée par tous les autres comme une agression contre eux. Ça sert à ça, l'OTAN. C'est peut-être pas la meilleure des organisations, mais c'est un paratonnerre. Si on sortait de l'OTAN et si on était agressé, soit en métropole, la France, soit, je sais pas moi, si le Canada venait à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Polynésie française par l'Australie, eh bien tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient. Sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, c'est très bien, ça fait Astérix, c'est sympathique, mais ça va nous fragiliser. Non mais ça, vous êtes... Une bonne question. Oui, mais je sais quoi, c'est l'ambassadeur de l'OTAN en France qui me parle. Moi, je suis l'ambassadeur de l'OTAN en France. Oui. Je lisais là, j'ai lu Les Enfants du Vide ce week-end de Raphaël Glucksmann, et à l'intérieur, il y a un passage où il cite Kevin Puisieux, qui est donc de la Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est-à-dire l'ancienne Fondation Nicolas Hulot. Et il dit ceci. Maintenant, je ne sais pas encore, parce que peut-être votre décision n'est pas prise encore. Pour qui vous allez voter, vous, au second tour de la présidentielle? Oui, c'est un peu comme quand vous allez aux toilettes, vous aimez bien fermer la porte. Là, c'est le principe de l'isoloir, c'est qu'il y a un rideau, parce que c'est quand même pas la première fois que je vais avoir à faire un geste dont je ne suis pas fier au deuxième tour d'une élection. Mais néanmoins, quand bien même je glisserai un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne, qui n'a pas besoin de ma voix pour être élu, parce que je pense qu'il le sera, mais je serai un opposant ferme à Emmanuel Macron dès le 8 mai au matin. D'ailleurs, je suis déjà avant son élection, mais voilà... parce que je pense pas qu'il... Vous serez face à lui. Ouais, je pense pas qu'il apportera grand-chose de positif aux gens de ma région. On verra si on le coupe ou pas au montage, mais je voudrais m'interroger sur le 17 novembre. Le samedi 17 novembre, donc la veille de l'élection à Évry, cette fois-ci, c'est plus dans les urnes, c'est dans la rue qu'est proposée une réplique à Macron. Je ne vais pas me positionner aujourd'hui sur il faut y aller, il ne faut pas y aller. À cette manif du 17 novembre. Je vais le faire sans doute, mais pas tout de suite. De flics secours dans la Somme, où vous étiez samedi, des gilets jaunes ont livré aux gendarmes des migrants qui se cachaient dans la citerne d'un camion. Ils les ont chassés, les ont insultés. Ça vous rend les gilets jaunes moins sympathiques ? De toute façon, je sais qu'au milieu d'un mouvement comme celui-là, il y a tout et son contraire. Il y a le meilleur de l'homme et il y a le pire de l'homme. Et ce que je veux dire, c'est que mes premiers mots là-dessus, moi, vont pour les 6 personnes qui se trouvaient à l'intérieur d'une cuve à fioul. Il faut mesurer ce que ça veut dire que d'aller se réfugier dans une cuve à fioul pour espérer un avenir meilleur. Donc ce que je leur souhaite, c'est qu'à ces 6 personnes-là, c'est qu'elles aient une belle vie, que ça soit ici ou ailleurs. C'est la première chose à dire. Ensuite, il y a des moments... Qu'elles soient chassées et insultées. Non, oui, mais il y a des moments où moi je suis fier de mon coin, je suis fier des gens de mon coin et je suis fier d'être l'élu de Flics Secours. Et il y a des moments où je le suis beaucoup moins. Ça vous fait honte, ça, par exemple ? Vous savez, oui, je suis pas fier du tout que ça se passe de cette manière-là. Donc il va falloir discuter, voir comment ça se fait que ça s'est passé comme ça et redire ce que je fais constamment. Il ne s'agit pas seulement de condamner, mais de combattre. Redire que c'est pas en se vengeant sur plus faible que soi qu'on arrange son sort. En permanence. Redire aux gens
de flics secours et d'ailleurs que si Boussac Saint-Frère a fermé, les migrants, ils y étaient pour rien. Si jamais, quand Parisot a fermé, c'est la famille Parisot qui l'a décidé, c'est des grandes familles françaises, c'est pas les migrants. Quand Whirlpool a fermé, ce sont les actionnaires américains, ce sont pas les migrants. Quand Goodyear a fermé, ce sont à nouveau les actionnaires américains, ce sont pas les migrants. Et c'est ça le message qu'il faut passer avec force, et croyez-moi que je fais tous mes efforts de manière régulière pour le diffuser. Et vous n'avez pas peur que le mouvement devienne le terreau du populisme ? Le populisme, c'est un mot qui me gêne pas et qui ne gêne pas. Je vois désormais Emmanuel Macron. Je rappelle que populisme, il dit seul mot dans qu'il est populiste. Oui, lui aussi. La définition de populisme dans le dictionnaire, c'est courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Décrire avec réalisme la vie des gens du peuple, c'est quelque chose dont je me flatte d'essayer. Emmanuel Macron n'est pas populiste. Pas de le dénoncer. Non, qu'il puisse y avoir là-dedans des choses mauvaises et que ça puisse s'orienter vers quelque chose de mauvais, je ne sais pas ce que ça donnera demain. Je ne sais pas si ça continuera demain. Est-ce que vous manifesterez, vous, samedi ? Je pense que je serai... Je vais voir ce qui se passe dans ma circonscription. Et peut-être... La chose que j'ai à dire, c'est que je suis fier de mon peuple. Je suis fier de gens qui, depuis 3 semaines, se gèlent les miches sur des ronds-points parce qu'ils ont réussi à rendre l'audition à un pouvoir qui était complètement sourd. Ils ont réussi à rendre la vue à un pouvoir qui était aveugle. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment, je suis fier de mon peuple. La deuxième chose, c'est que les mesures annoncées, qui sont en fait des non-mesures, ça ne répond pas au mal de vivre aujourd'hui. Ça vient dire demain, il n'y aura pas de hausse sur le gasoil, demain, il n'y aura pas de hausse sur le gaz, demain, il n'y aura pas de hausse sur l'électricité. On va attendre pendant 6 mois, on verra bien ce qu'on fait après. Mais ça ne répond pas au mal de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire à des gens qui, je le vivais encore à Albert ou à le Flic Secours ce week-end, ont le sentiment que la fin de mois est de plus en plus proche du début du mois. Donc après, moi, je n'ai pas à dire aux gens, on va voir, c'est un mouvement qui est hétéroclite, qui est hétérogène, il n'est pas le même à Flic Secours qu'il serait à Arles et ainsi de suite. Donc aux gens, chacun sur leur blocage, dans leur conscience, de se demander si ça suffit, c'est déjà ça, ou bien si au contraire, quand l'adversaire recule, eh bien il faut continuer d'avancer. Mais ça, c'est les gens qui vont en décider collectivement, ensemble. Voilà. Sur la définition du prolétariat en domination réelle. C'est-à-dire que en domination formelle, tant que le capital n'a pas réalisé le mouvement intégral de sa réalisation, il y a toute une hétérogénéité constitutive des acteurs sociaux, parce qu'il y a à la fois le devenir de la modernité du capital, et il y a la maintenance encore préservée de toute une série d'antériorités préalables. Donc, si vous prenez par exemple les luttes de classe en France ou le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, on vous parle de petite paysannerie, de grande paysannerie, de couche ouvrière, de classe ouvrière moderne, de classe ouvrière artisanale. Donc tout ça, ce sont des strates de l'ascension du capital. Et aujourd'hui, on n'est plus dans l'ascension du capital, on est dans la domination totalement réalisée du capital. Et on a donc, pour reprendre la terminologie de Marx dans le Capital, essentiellement deux classes dans le mode de production pur de la réalisation du capital. Ces deux classes, c'est la classe capitaliste et c'est le prolétariat. Le prolétariat universel, c'est l'ensemble des êtres humains assujettis à la prostitution salariale et qui sont dès lors dépossédés de toute capacité d'autonomie sur leur existence aliénée. Donc, est prolétaire tout homme salarialement confisqué par ce processus d'aliénation et de domestication. C'est donc aujourd'hui la quasi-totalité de la population mondiale, et c'est d'ailleurs la quasi-totalité, puisque entre le prolétariat et la classe capitaliste, les couches moyennes résiduelles des antériorités sont elles-mêmes en mouvement de dissolution. Il est évident, par exemple, qu'en France, on avait encore une paysannerie propriétarienne il y a 30 ou 40 ans, mais que les grandes dévastations bruxelloises organisées par l'impérialisme américain ont mis en marche un processus de totale annihilation de la paysannerie. On a donc aujourd'hui toute une paysannerie en voie de prolétarisation, avec effectivement une situation quotidienne de misérabilité accélérée.
On a aussi bien évidemment la classe capitaliste qui est donc non pas la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie a été annihilée par la modernité du capital, c'est-à-dire qu'on a une classe capitaliste mondiale, salariée. Alors elle n'est pas dans le salariat réel de l'oppression capitaliste, elle est dans le salariat formel de la rémunération. Mais on a donc la classe capitaliste et on a donc le prolétariat. Ces deux classes s'affrontent au niveau mondial et au milieu, on a des fluctuations de couches moyennes et en particulier les couches moyennes du langage aliénatoire, les possesseurs de la diffusion du langage aliénatoire, c'est-à-dire artistes déclassés, enseignants périphériques, etc. Et on les retrouve d'ailleurs dans les fractions de gauche du capital. Et donc, Nuit debout, c'est en particulier une gigantesque masturbation festive des possesseurs de la linguistique aliénatoire. Et ça ne dérange pas le capital, et le capital en a d'ailleurs besoin, parce que quand l'émergence du prolétariat va effectivement se mettre en mouvement, il faudra des fronts de gauche du capital, il faudra des nouveaux partis anticapitalistes du capitalisme rénové, toute une série de séquences périphériques aliénatoires pour remettre les gens dans le circuit. Donc Nuit debout, c'est un laboratoire de modernisation du capital, de réagencement de l'aliénation monétaire, avec effectivement une culture citoyenne de la modernité domesticatoire du capital. Donc ça, on laisse travailler le laboratoire, parce que demain, quand il y aura effectivement des grèves dures, des grèves radicales, on aura besoin d'un appareil qui fait semblant de parler la contestation. Par contre, effectivement, vous avez dans les entreprises un certain nombre de mouvements aujourd'hui qui ne sont pas réductibles à la manipulation politico-syndicale des syndicats et en particulier de la CGT. Il y a un bras de fer politico-syndical entre la CGT et le gouvernement quant à la manière d'encadrer le mieux possible le prolétariat pour le détourner de la lutte de classe offensive. Il y a donc J'aime beaucoup François Ruffin parce que bon, je suis pas, j'ai pas tout lu, tout vu, tout analysé, mais je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui n'est pas mélenchonien chez Ruffin, que Ruffin le sait mais qu'il est assez malin, et que Mélenchon le sait, et que comme il est un peu moins malin parce qu'il a du mal comme Macron à ce qu'on ne l'aime pas, il tient l'individu à distance. On a bien vu comment Ruffin a adhéré tout de suite aux Gilets jaunes et comment Mélenchon a tout de suite dit que c'était encore un coup de Marine Le Pen avant de comprendre que il y avait peut-être des trucs à récupérer de ce côté-là. Donc effectivement, je n'ai pas entendu François Ruffin faire l'éloge du jacobinisme, faire l'éloge de Robespierre, faire l'éloge de la terreur, faire l'éloge de Fidel Castro, etc., etc. Enfin tout ce qu'on sait d'Hugo Chavez, tout ce qu'on sait concernant Jean-Luc Mélenchon. Et il y a chez lui une façon directe et simple de dire les choses sans idéologie. Il n'y a pas de catéchisme révolutionnaire chez lui, il y a juste un combat qui est le mien, un combat antilibéral, un combat proche des gens simples et modestes, ça me plaît aussi. Il est dans une structure, bon, il faut bien être dans une structure, mais je pense que c'est un peu lui qui a donné la mode de l'absence de cravate ou ce genre de choses, mais lui en a fait une affaire de style personnel, alors que les autres ont plutôt voulu en faire une affaire de communication politique. Et je pense que si la France insoumise était pilotée par lui, elle m'intéresserait beaucoup plus que pilotée par Mélenchon, parce que les idées de la France insoumise sont des idées
auxquels je souscris, sauf la fiction de l'immigration. Et sur la question de l'immigration, Mélenchon dit un peu tout et le contraire de tout. C'est une chance, mais en même temps, il faudrait quand même faire le nécessaire pour qu'elle ne devienne pas un problème. J'entends bien toutes ces choses-là, mais si c'est une chance, c'est pas exactement qu'il faudrait faire quelque chose pour éviter les problèmes qu'elle pourrait induire. On ne voit pas comment une chance pourrait être problématique ou comment un problème pourrait être une chance. Donc sur ce sujet, ça n'est pas clairement tranché chez Mélenchon, mais je pense effectivement que je persiste à penser que Jean-Pierre Chevènement dit des choses extrêmement justes sur ce sujet-là, et il reste un homme de gauche. Et je pense qu'il y a une formule chez François Ruffin qui est intéressante, une formule, un style, une façon d'être, une façon de faire. Il est informé, il travaille ses dossiers, il me paraît libre dans la configuration de la France insoumise, et je ne l'ai pas entendu dire des choses auxquelles je ne souscrirais pas ou qui m'auraient choqué, bien au contraire. Je pense qu'il sait ce que c'est qu'une femme de ménage, il sait ce que c'est que des gens pauvres et simples et modestes. J'avais vu son film que j'avais beaucoup aimé, Merci Patron, et c'est un cinéma politique engagé qui m'intéresse, et je lui souhaite longue vie. J'aimerais bien qu'il ait un avenir politique qui permette, le jour venu, de dégager ceux qui sont des dégagistes, pour faire de telle sorte qu'on n'ait plus à compter avec un ancien sénateur socialiste qui a voté oui à Maastricht pour défendre la cause de la gauche antilibérale, et qu'on ait quelqu'un qui porte mieux la cause et qui semble y adhérer beaucoup plus viscéralement et personnellement et intellectuellement ou idéologiquement que d'autres qui pourraient le faire par pur intérêt carriériste. L'avis de Philippe et d'Étienne sur Ruffin, sur François Ruffin. Ouais. Moi, j'adore François Ruffin. Point barre. Alors, je n'ai pas dit que j'adorais Mélenchon. Hein. Écoutez bien, j'adore François Ruffin. Parce que ce mec-là, jusqu'à preuve du contraire, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Ouais. Voilà. Étienne, quel regard vous avez sur des politiques comme François Ruffin qui essayent de faire bouger les choses? Alors, le problème, c'est qu'on leur met l'image de l'anarchiste, de celui qui veut renverser le pouvoir, etc. Quelle image vous avez? Je vais être partial parce que François, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais et que j'aime depuis longtemps. En fait, il travaillait chez Mermet, que j'aime beaucoup aussi, dans une émission qui s'appelle Là-bas si j'y suis. Et je pensais déjà, dès les premières émissions, que François était un digne successeur de Daniel Mermet pour cette émission d'éducation populaire formidable. Et en fait, il est encore meilleur que ça. Je trouve qu'il est exemplaire sur son boulot de député. Là, il est de représentation. C'est un formidable journaliste digne de ce nom, un formidable parlementaire digne de ce nom. J'ai un différend avec lui sur l'Europe. Je trouve que c'est pas bien qu'il dise qu'il faille pas sortir de l'Union européenne. Je comprends pas pourquoi, parce que pour moi, l'Union européenne est un piège tyrannique, et c'est complètement impossible d'avoir une politique sociale en restant dans ce carcan antisocial et antidémocratique. Donc je comprends pas bien ça, donc je suis pas d'accord avec ça, mais d'une façon générale, je trouve ce type épatant. Mais épatant, vraiment, c'est un des tout meilleurs hommes politiques du pays, je trouve. Je peux dire à Étienne Schwartz, parce que je pense que moi je fais beaucoup de missions avec l'ami Pasco, quelques scénarios. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. C'est pas pour vous cirer les pommes, mais je respecte tout ce que vous faites, les risques que vous avez su prendre dans votre vie. Voilà, je voulais simplement vous dire ça. Et on est sur comment défoncer le pont-levis. Oui, alors, Étienne, sur le site du CLIC, il y a des vidéos qui sont assez courtes, dont la 10e, c'est une conférence d'Étienne à Nantes, où on lui a posé la question du RIC, et où il s'est exprimé, et auquel il a dit à peu près ce qu'il vient de dire là, et auquel j'avais réagi. Donc, vous verrez que... à un moment, Étienne disait, si on a une revendication simple et efficace, il suffira de descendre dans la rue
à des millions, et nous l'obtiendrons. Et maintenant, il a changé un petit peu d'avis, il dit « ils nous le donneront jamais ». Ben si, ils nous le donneront jamais. Or, il faut savoir, vous verrez la vidéo, elle est intéressante. Merci Étienne pour les fleurs envoyées à Article 3 et à moi. J'en ai aussi une brassée pour toi et tes actions depuis 2005, notamment ta volonté de mettre fin à l'impuissance politique des citoyens en obtenant pacifiquement la mise en place d'une constituante tirée au sort sur les listes électorales. Je soutiens à 100% cette proposition qui, avec le RIC en toute matière, est le seul moyen de mettre fin à l'impuissance politique des citoyens, notre objectif commun. Je confirme bien sûr nos relations très amicales. Je viens ici faire 2 mises au point. Je ne te demande pas du tout de te recentrer sur le RIC. Article 3 et le CLIC, Comité de soutien pour l'initiative citoyenne, suffisent pour rassembler les personnes physiques pour les uns et morales pour les autres qui sont prêtes, le moment venu, à manifester pour une seule revendication et pancarte, le référendum d'initiative citoyenne. Je te demande en revanche 2 choses, et depuis des années, mais sans succès. Premièrement, de recentrer tes conférences sur ton idée première, la nécessité d'arracher la mise en place d'une assemblée constituante tirée au sort sur les listes électorales. D'abord parce que c'est une proposition simple, claire, sérieusement inattaquable, sur laquelle on peut être des millions dans les rues et donc l'arracher pacifiquement, comme tu l'annonces comme une évidence dans une de tes vidéos qui va suivre. Ensuite et surtout, parce que ta promotion du tirage au sort généralisé, notamment de députés ou de députés bis ou de chambres, je ne sais trop quoi, est très critiquable, irréaliste et déconsidère gravement le tirage au sort de la constituante, pourtant lui, sérieusement inattaquable. Deuxièmement, je te demande de proposer des modalités complètes de tirage au sort de la constituante et de son mode de fonctionnement, puis de tester le soutien populaire dont elle bénéficie à l'occasion d'un sondage citoyen, qui est une procédure assez légère et très probante, décrite en détail sur le site d'Article 3. D'autre part, sur les effets décisifs des manifestations de masse. Je te renvoie aux dernières minutes d'une de tes vidéos, Best of Reprenons le pouvoir, que l'on trouve par exemple sur la page d'accueil du site www.ric-france.fr. À la 17e minute et jusqu'à la fin, c'est toi, Étienne, qui explique à Yvan Blot que par la mobilisation de masse, on obtiendra pacifiquement la démocratie directe, la démocratie semi-directe ou un gouvernement représentatif amendé, mais nous serons capables d'imposer le contrôle de nos représentants qui nous manquent tant. Et tu le confirmes juste après, dans une nouvelle intervention qui termine cette vidéo. Si l'idée est simple et qu'elle est forte, elle va se répandre. Hein, et une fois qu'on sera des millions, il suffirait que chacun d'entre nous arrive à convaincre une ou deux personnes, une personne par semaine. Si vous faites c'est une progression géométrique, hein, parce que si chacun d'entre nous arrive à pas seulement avoir compris que la cause des causes, c'est la qualité du processus constituant, mais que en plus d'avoir compris, il se met en tête de convaincre une ou deux personnes. Si chacun fait ça, il ne faut pas un an pour qu'on soit des millions. Et je pense que si on est des millions, ça adviendra pacifiquement. C'est-à-dire que nous serons capables d'imposer démocratie semi-directe ou démocratie directe ou gouvernement représentatif amendé, mais nous serons capables d'imposer le contrôle de nos représentants qui nous manquent tant. Si on est des millions à vouloir une chose simple, sans nous diviser, sans nous traiter mutuellement les uns les autres de fascistes, quoi, hein, en nous concentrant sur l'essentiel, en oubliant les querelles sur les détails. On verra après, quand on aura mis en place une vraie démocratie, on verra les détails, qu'est-ce qu'on fait sur l'avortement, qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire, qu'est-ce qu'on fait sur les OGM, qu'est-ce qu'on fait... On verra point par point dans nos assemblées populaires, avec un vrai suffrage universel, avec des référendums si on veut. Mais le temps de rétablir la démocratie, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Processus constituant, honnête, désintéressé. Si on arrive à faire ça, si on est des millions à le vouloir, ça arrivera. Il suffira qu'on sorte dans la rue, des millions, ça arrivera. Pourquoi, Étienne, un tel changement d'analyse et de stratégie? Comment les élus pourraient-ils refuser longtemps le RIC, qu'ils ont tous promis au moins en 1993 et qui est souhaité par plus de 82% des Français? Avec le RIC, les élus ne perdent pas tout, comme tu l'affirmes.
En Suisse, en Italie, il y a le RIC avec un seuil bas à 1%, et il y a toujours des élus et qui votent la quasi-totalité des lois, et très peu sont soumises à référendum. Ils sont simplement sous contrôle citoyen continu, avec le risque de subir un RIC abrogatif, dont l'effet dissuasif les oblige seulement à une véritable concertation. Ils accepteront facilement cette contrainte sous la pression populaire massive, répétée chaque semaine, jusqu'à avoir obtenu satisfaction d'une revendication on ne peut plus simple et qui ne coûte rien. Et toi, Étienne, au fait, la Constitution qui sortira des ateliers constituants, comment penses-tu en faire celle de la France? Et avec quelle légitimité? Ces gens-là ont complètement abandonné ce qu'ils appellent la politique. Et on peut comprendre, hein, quand on voit... Mais c'est incroyable qu'on ne l'ait pas abandonné nous aussi. Hein, quand on voit le peu de place que nous laissent les institutions, c'est-à-dire rien. La seule possibilité, c'est de désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis. Et avec rigoureusement aucune possibilité d'arrêter les traîtres quand il y en a. Je ne dis pas qu'ils sont tout le temps des traîtres, mais je vois les situations de traîtrise, à commencer par l'Union européenne, ou l'abandon de la création monétaire. Des traîtrises, il y en a quand même énormément, et nous n'avons aucun moyen de résister. Bon, ben, un jeune homme qui arrive dans une société pareille et qui n'a aucune prise sur le contrat social, sur la Constitution, c'est pas étonnant qu'il s'en désintéresse totalement. Et comme il s'en désintéresse dans les termes en disant la politique, je m'en fous, c'est tous des pourris, ben, il va falloir un moment pour remettre les mots à l'endroit, pour lui expliquer, lui rendre sensible. C'est à lui de comprendre. Enfin, il n'y a personne n'est expliqueur. Et il faut pas qu'il y ait de domination là-dedans. Il faut que les gens viennent à cette éducation populaire. Il faut que ce soit de pair à pair, hein, peer to peer. Il faut que ce soit à égalité. Hein. L'éducation populaire, c'est vraiment pas... Il ne faut pas que ce soit un formatage. Mais ça va être... Ils vont mettre un moment à se désintoxiquer. Il faudrait que j'aille faire des ateliers constituants et puis qu'ensuite ils en fassent entre eux, hein. Sûrement dans les quartiers populaires, mais ils se méfieraient de moi et peut-être ils auraient raison. Il faut qu'ils arrivent à développer ça entre eux jusqu'à ce qu'ils reconstruisent une image positive du politique au sens noble du terme et qui leur montrent que ceux qui sont en train de se révolter sur la place Nuit debout là. C'est les mêmes qu'eux quand même, enfin que c'est facile de fraterniser. Si on refait vraiment de la politique, on n'a rien, on n'a pas de différence quoi, avec les quartiers populaires. On a évidemment les mêmes problèmes et les mêmes solutions. Hein. Dites au milieu des Gilets jaunes, c'est bien là ma place, c'est bien ça mon rôle. Après avoir été l'un des organisateurs de Nuit debout, vous aimeriez être le porte-voix des Gilets jaunes? Non, je pense que si jamais ils ont un porte-voix qui est politique, ça tue le mouvement et ça me tue aussi. Donc il ne s'agit pas de ça du tout. Là, mon rôle, c'est pas d'être le porte-parole de ça. C'est de venir être au milieu des personnes et de voir ce qu'elles ont à me dire. Je le dis, j'ai l'impression d'être un cahier de doléances ambulant. Les gens. C'est 1789 vous savez, les têtes vont être coupées. J'en sais rien. Moi, je dis aujourd'hui, par exemple, il y a un obstacle à ce qu'il y ait un vrai mouvement social qui débouche. C'est quoi? C'est que ça se passe dans la France périphérique, les Gilets jaunes, et vous me parliez de Nuit debout. Nuit debout, c'était le cœur des métropoles, et c'était notamment Paris. Et c'est deux mouvements très différents. Et oui, et aujourd'hui, on a affaire quasiment à un renversement de ce qui s'est passé à Nuit debout, c'est-à-dire ce sont les campagnes qui se mobilisent, les zones périurbaines, et pas du tout les villes. Et je pense qu'on aura un vrai mouvement social le jour où on arrivera qui pourra déboucher sur quelque chose de vraiment puissant et de vraiment fort, le jour où on arrivera à faire se joindre ces deux pans-là. Et vous dites que... Il reviendra par la suite. Delphine, alors vous, en plus, vous appartenez à un think tank libéral, donc a priori transpartisan. Donc quel est justement, est-ce que vous rapprochez, vous, ces deux manifestations? Mais je pense déjà qu'elles partent quand même d'un même constat, qui est la lassitude, voire le rejet d'un système politique qui ne fonctionne plus et qui est partisan, alors qu'on observe quand même de plus en plus que finalement le clivage, il n'est plus tellement entre la droite et la gauche, comme on le disait, mais davantage entre, d'un côté, des progressistes plutôt libéraux, plutôt europhiles, et de l'autre côté, plus des conservateurs,
protectionnisme. Et vous mettez qui dans les conservateurs, La Nuit debout ou Macron? Justement, je trouve qu'au sein de chaque camp, il y a les libéraux progressistes qui se détachent des conservateurs. Et ce qui est intéressant avec En Marche, c'est que justement, c'est ni de droite ni de gauche. Ça rassemble tout le monde. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que Emmanuel Macron, quand même, rappelle que la gauche a une tradition libérale. Et il renoue vraiment avec les origines libérales de la gauche. Vous dites qu'il fait un libéralisme à l'ancienne, mais le libéralisme, à la base, les premiers libéraux siégeaient à gauche à l'Assemblée, ont été les premiers à pousser des réformes sociales, les premiers à prôner le droit de grève, les syndicats, etc. Le libéralisme Donc il y a vraiment politique, une tradition de gauche dans le libéralisme. Le libéralisme politique, c'est une chose. Donc, c'est la fin des privilèges, c'est la fin des corporations. Ce fameux libéralisme de gauche. Voilà. Et le libéralisme économique, c'est une autre. Bon, donc, mais alors, par exemple, non, mais là, on joue sur les mots. Mais les mots n'ont pas le même sens. Sur la question économique, par exemple, la loi Macron, dont on a tant parlé, quand il la défendait pas justement d'un point de vue économique en disant que ça va faire plus de croissance. Il disait au contraire, c'est un combat pour l'égalité, mais pas du pour tout, donner plus de droits, pour casser les positions réglementées. C'est la reprise du rapport Attali de tous ces à tous. De l'égalité à partir de la liberté. La loi Macron, c'est la reprise du rapport Attali sur casser les obstacles à la croissance, et les obstacles à la croissance sont les règles. Bon, donc, Jacques Attali n'étant pas un homme de droite, que je sache. Pas spécialement un homme de gauche non plus. Nicolas Bouzou. Des gilets jaunes, évidemment, au cœur de l'actualité, avec ce discours à l'Élysée pour la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Emmanuel Macron qui annonce une grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale qui va réunir des associations, des élus, des représentants des gilets jaunes, pour, dans les 3 mois qui viennent, élaborer des méthodes d'accompagnement. Alors justement, il y a une question qui se pose. Avec quel gilet jaune discuter? Parce que, dans un premier temps, on l'a vu encore ce soir, le président de la République n'a pas voulu recevoir lui-même des représentants des gilets jaunes, une tâche qui a été dévolue à son ministre, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, lequel s'est retrouvé ce soir avec 2 des 8 porte-paroles. Moi, je me mets à la place du pouvoir, je me mets à la place du ministre. Avec qui discuter? Allez, qui prend la parole? Édouard Philias. Non, mais il y a une crise de la représentation des forces vives ou d'une partie du pays. C'est un travail qui d'habitude échoue aux syndicats. Oui. Force est de constater que les syndicats font plus ce job-là, pour plusieurs raisons, insuffisamment représentatifs, trop peu utile. Comment faire? Il faut trouver de nouvelles façons d'organiser la société civile. Peut-être qu'on pourrait réfléchir demain à des plateformes digitales qui organiseraient les doléances remontées par la société auprès du pouvoir. Une forme de... pas d'une démocratie directe, mais une organisation des protestations. Mais il y aurait suffisamment de filtres, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être le grand défouloir, cette histoire. Mais le problème, c'est que c'est le grand défouloir. Sauf que ça en même temps avec les gilets jaunes, oui. Ça s'appelle Facebook. Et quand vous regardez Podemos, UKIP, le mouvement 5 étoiles, ça part toujours de comités locaux qui se montent comme des réunions Tupperware. Vous pouvez en avoir 5 dans un immeuble. C'est l'anarchie. Donc il faut probablement penser à de nouvelles façons d'intermédier. Oui. Это выбор, она тоже результат унижения и уничтожения нашей школьной системы, нашей системы образования. Почему? Потому что специальный социалистический режим реально уничтожил нашу систему образования. Вы знаете, что французские народы очень любят политики. Ну, например, я хороший пример. Мы всегда обсуждаем политический вопрос. Это всегда был наш, так это, всегда мы известны как любимые политические народы. А потихоньку, из-за того, мы больше не обсуждаем ни философический, ни исторический, ни серьезный вопрос, мы потихоньку потеряем это качество. Спасибо. И почему я назвал мое выступление «Революция весной»? Потому что лозунг Эммануэль Макрон против наших политических, мигрантских, экономических проблем, это были «Pensez printemps». Думайте весна. Это ничего не значит. 20 лет назад, если кандидат в президентские выборы во Франции сказали, что надо «Pensez printemps», думать весна, мне казалось, что больше чем 5% он не может получить. Но сейчас он получил 24%.
Потому что, к сожалению, было во Франции изменение, и они больше не хотят гражданина, они хотят потребителей. И Эммануэль Макрон был очень хороший маркетинговый продукт. И за него голосовали 24%. И это тоже, потому что я хочу закончить на позитивные идеи, это что даже если после 100% СМИ, административный ресурс, институт опросы, даже после этого Эммануэль Макрон получил только 24%. Это значит, что во Франции еще есть 76%, которые реально думают, что политика может изменить судьбу нашей страны и может изменить судьбу наших народов. И поэтому я могу вам гарантировать, что я не буду penser printemps. Я никогда не буду думать весна. Я буду думать политика, как наш первый король 1500 лет назад Кловис, как Людовик XI, как Людовик XIV, как Наполеон, как генерал де Голль и как Владимир Путин. Вот. Поэтому думайте политика. Une fusillade, je vous le disais en titre, a fait un mort et 6 blessés dans le centre de Strasbourg, à côté du marché de Noël. On retrouve tout de suite Alix Le Bourdon qui est sur place. Alix, bonsoir. Vous vous trouvez dans un hôtel. Vous êtes d'ailleurs barricadé dans un hôtel à proximité du centre-ville. En effet, à peine 200-300 mètres du lieu de la fusillade. Et c'est une ambiance très étrange dans hôtel du centre de Strasbourg avec ces dizaines de personnes qui n'étaient pas du tout censées être hébergées ce soir dans l'hôtel mais qui sont venues se barricader. Une dizaine de personnes est arrivée en criant qu'il y avait une fusillade et s'est réfugiée dans l'hôtel et ensuite la police a demandé à plusieurs personnes, notamment celles qui étaient au restaurant, au rez-de-chaussée, de se barricader et de ne même pas rester au rez-de-chaussée, de se disperser dans les étages pour éviter d'être près de fenêtres puisque tout le rez-de-chaussée de cet hôtel est vitré et est vraiment central. Donc là, dans les couloirs, il y a des dizaines de personnes dans cet hôtel qui attendent, essayent de prendre des nouvelles auprès de la gérante qui estime que ça pourrait durer plusieurs heures, 3 heures. Le centre-ville de Strasbourg est barricadé. Je devais retrouver une collègue qui arrivait donc en train ce soir à Strasbourg et qui se trouve totalement bloquée à la gare puisque tous les accès qui mènent au centre-ville sont bloqués ce soir. Le tireur, justement, serait en fuite. Alix, ça explique en fait la prudence qu'on demande aux habitants de Strasbourg. C'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle la police est extrêmement prudente et a demandé à toutes ces personnes dont je vous parle de se barricader. C'est le cas de tout le centre-ville de Strasbourg et on a également conseillé aux habitants qui étaient chez eux de bien rester chez eux en sécurité car évidemment le tireur est en fuite et qu'il faut prendre toutes les précautions de sécurité. C'est encore assez flou et d'ailleurs les personnes qui sont là dans cet hôtel sont assez inquiètes de cette situation qui reste encore assez confuse et inédite pour eux, bien évidemment. Donc 1 mort et 9 blessés selon un bilan provisoire. On vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron allait envoyer le ministre de l'Intérieur sur place, Christophe Castaner. Si vous trouvez que chez Soral il y a quelque chose de dangereux et qu'en même temps Soral il est un résistant à la guerre, il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres, il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. Je suis désolé, il y a plein de choses intéressantes. Il dénonce le
le colonialisme guerrier du sionisme, en disant que le sionisme n'est pas ce qu'on dit d'habitude, qui est le droit pour les juifs d'avoir une terre. Ben ça, évidemment, tout le monde est sioniste. Si le sionisme c'est ça, moi je suis comme mon frère, si le sionisme c'est que les juifs aient droit à avoir une terre, évidemment, tout le monde est sioniste. Mais Soral explique et démontre, et il se trompe peut-être, ben, il faudra démontrer qu'il se trompe, voilà. Mais il explique en long, en large, en travers que le sionisme est un projet colonial, raciste, militaire. Eh ben, je trouve ça intéressant. Et puis on a vu aussi le petit El-Kabash, là c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire, qui est finalement le petit sémite séfarade, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité arienne, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez. Et ça, c'est la juste hiérarchie traditionnelle, vous voyez. Hein, quand Poutine ouvre sa gueule, un El-Kabash la ferme. Et c'est comme ça que se conçoit un monde qui fonctionne bien. Parce qu'il y en a un qui incarne l'autorité légitime et la virilité, et l'autre qui incarne ce qui devrait, la place qu'il aurait dû garder depuis toujours, c'est-à-dire une place d'intermédiaire et de courtisan, et au mieux de diplomate, hein, comme du temps où la France était la France, hein, pour ceux qui comprennent bien de quoi je veux parler. Et il n'y en a pas beaucoup qui le disent comme il le dit, eh ben, il faut qu'il fasse partie du débat. Il ne suffit pas de dire qu'il est raciste, fasciste, ça c'est juste pas convaincant. Enfin, on est convaincu par un argument pareil que si on est pas politisé, et on a peur des gros mots, on dit bon, il est fasciste, donc ben, je m'éloigne, je vais penser à autre chose. Ben, vérifie s'il est vraiment fasciste. Pour moi, le fascisme, c'est Hollande et Sarkozy. Je suis désolé, hein, pour moi, le fascisme, c'est les possédants, les banquiers et les industriels, les multinationales. C'est ça le fascisme. C'est les plus riches qui prennent le contrôle du politique totalement et qui terrorisent la population pour qu'elle consente aux travaux forcés sans... C'est ça le fascisme. C'est pas le racisme. Le fascisme, c'est pas le racisme. Quand on dit le fascisme, c'est le racisme, on nous détourne et on peut plus se battre contre les banques. Mais je suis désolé, je me laisse pas faire. Je ne veux pas. Enfin, moi, si vous voulez montrer que Soral est un fasciste, qu'il est ultra dangereux, eh ben, organisez des joutes publiques où vous allez le mettre en cause, il va se défendre, il faut qu'il puisse se défendre. Parce que vous pouvez pas, si vous le lapidez, moi je suis pas pour la lapidation, je suis désolé, vous peut-être, mais moi pas. Organisez des débats publics dans lesquels vous allez avoir Soral ou d'autres, ou Asselineau, tous ceux que vous me reprochez de trouver intéressants sur tel et tel point. Ben, mettez-les dans des joutes publiques, démontrez leur inanité, leur mensonge ou leur criminalité. Mais n'attendez pas de moi que je les lapide ou que j'appelle à leur criminalisation. Je ne marcherai pas, je ne ferai pas ça. Voilà.